Bonjour à tous. Nous allons donc démarrer cette visioconférence avec le docteur Gromont. Donc, je suis moi-même Yvon Darignac, le président fondateur de Solinature, et nous développons sur Solinature donc tout ce qui est technique et produits qui sont des alternatives, notamment au traitement des antibiotiques. Donc, je vais laisser la parole maintenant au docteur Gromont qui va commencer cette visioconférence. Bon, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons parler oligo-éléments. Pourquoi oligo-éléments? Tout simplement pour faire écho. Je cherche. J'ai pas trouvé le bon. C'est celui-là. Si vous voulez démarrer, Oui, mais il marche pas. Toujours un petit réglage technique, mais ça va le faire. Voilà. Parfait. Alors, pour faire écho, tout simplement, au journal officiel du 19 juin de cette année, qui a élargi l'accès aux vaccins contre, en particulier, la FCO, la maladie hémorragique, aux éleveurs, et qui, dans le même papier, fait allusion à un mélange à base de zinc, manganèse, cuivre et sélénium. Beaucoup de ceux qui ignorent ce qui était évoqué là ont qualifié cette présence d'anecdotique. En réalité, pour nous, elle a fait énormément écho parce que sur ce mélange-là, zinc, manganèse, cuivre et sélénium, nous travaillons depuis déjà presque 3 décennies. Et il entre complètement dans notre approche de la santé alternative qui dit que, en gros, si on respecte 3 grands caps, on a automatiquement un état stable de bonne santé. Et ces grandes étapes, c'est ce qu'on appelle l'homéostasie, que je vais vous résumer en vous disant, c'est tout simplement respecter les besoins de l'animal, en particulier en alimentation, donc aux oligo-éléments qui sont présents sous forme de catalyseurs. Je vous expliquerai tout à l'heure ce que c'est qu'un catalyseur. Et puis en respectant le bien-être animal. De l'autre côté, en lui permettant de bien s'exprimer au niveau de l'immunité, c'est-à-dire là aussi où jouent les oligo-éléments dans son immunité innée, et enfin les germes symbiotiques, les germes qui lui sont favorables. Je rappelle simplement pour le folklore que j'ai en 2013 fait une synthèse sur le sujet dans un livre qui s'appelle Santé animale et solutions alternatives, et que cette approche des oligo-éléments nous est particulièrement familière. Alors, dans un premier temps, je vous rappelle la composition d'un mammifère qui est constitué pour 99,90% de son poids d'éléments plastiques qui sont le carbone, l'hydrogène, l'oxygène, l'azote, d'éléments minéraux qui sont bien sûr calcium, phosphore, mais aussi sodium, potassium, magnésium et d'eau. Et à côté, le 0,01%, c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. On va parler donc de ces fameux oligo-éléments, et parmi tous les oligo-éléments dont vous voyez la liste ici, on va s'arrêter plus particulièrement à zinc, cuivre, manganèse, sélénium, en relation justement avec ce texte officiel du mois de juin. Alors, pour nous, je vais essayer de vous faire comprendre le rôle des oligo-éléments qui sont de 2 niveaux. Le premier, c'est un rôle général, c'est un rôle de catalyseur. Je vous ai dit, je vais vous expliquer ce que c'est qu'un rôle de catalyseur. Et puis d'un autre côté, c'est un rôle très particulier qui est lié à la consommation de l'air que nous respirons. La planète Terre est une planète assez singulière où il y a beaucoup d'eau et beaucoup d'air. Et plus on consomme de l'oxygène qui se trouve dans cet air, et plus on peut aller satisfaire et répondre à 2 demandes. D'un côté, le métabolisme énergétique, j'y reviendrai là-dessus, qui automatiquement qui aboutit au vieillissement en raison d'une consommation excessive d'oxygène, et de l'autre côté, le fonctionnement de l'immunité innée, ce qui nous intéresse particulièrement, et ce qui fait le lien avec cette fameux texte sur les vaccinations. Alors, cela correspond, ces 2 grandes directions, en fait, à vos pratiques d'élevage, tout simplement. Au quotidien, vous utilisez des oligo-éléments dans le condiment minéral que vous distribuez au quotidien. Et ces oligo-éléments-là, dans le condiment minéral, ont 2 fonctions. Un rôle de catalyseur, je vais y venir, soyez patient, et d'autre cas, une participation aux fondamentaux de l'immunité innée.
Et puis, vous avez d'un autre côté un usage beaucoup plus ponctuel. En règle générale, ces oligoéléments sont rassemblés en solution liquide et vendus en bidon. Et là, on va avoir deux grandes directions. Prévention des maladies contagieuses, on a même une intervention sur les formes chroniques de maladies, et puis cette idée de diminuer l'usage des antibiotiques. C'est une solution distribuée en cure. Donc vous avez un usage quotidien, qui donne une direction, catalyseur plus un peu immunité, et puis un usage ponctuel qui est vraiment donner le coup de pouce pour renforcer fortement l'immunité des animaux. Alors, on part de votre quotidien. On a aujourd'hui rassemblé dans ce qu'on appelle le condiment minéral vitaminé, dans le même sac, trois éléments, les minéraux, calcium, phosphore, magnésium et sel, les oligoéléments, et on est allé bien au-delà de la séquence des quatre que j'ai évoquées, et puis les vitamines. Je pense que c'est une sorte de commodité de distribution, mais en réalité c'est une véritable erreur qui a été faite, parce que si je vous prends quelques exemples simples, par exemple une vache laitière qui pâture là, elle reçoit tous les jours, à peu près simplement par la consommation de l'herbe, 2 à 3 fois ses besoins en vitamines. Donc pourquoi lui apporter un condiment minéral vitaminé pendant la période de pâturage? Autre point important, si je prends le cas des bovins viande par exemple qui pâturent, on considère que l'herbe va couvrir leurs besoins en calcium phosphore, alors qu'en réalité ils ont des besoins en oligoéléments qui sont énormes et qui ne seront pas couverts par le condiment minéral. Vous voyez, à chaque fois il y a par des saisons et par des types d'élevage des besoins spécifiques qui fait que, je veux dire, c'est pas la solution la plus logique que l'on a adoptée, mais peut-être la plus commode pour l'utilisation. En tout cas, ça n'est pas toujours très adapté aux besoins des animaux. Alors, on va voir, je vous l'avais promis, cette première approche des oligoéléments en tant que catalyseur. Qu'est-ce qu'on entend par là? Vous avez sur le schéma que je vous projette un corps, une molécule A, qu'on va additionner à une molécule B pour obtenir une molécule intermédiaire qu'on appelle AB et finir par obtenir deux molécules différentes, C et D. C'est un peu le schéma de ce qui se passe dans un être vivant. Il y a en permanence des molécules qui sont coupées, d'autres qui sont raccordées, d'autres qui sont allongées, d'autres qui sont ramifiées. C'est un travail permanent. On peut imaginer que l'on a simultanément quelque chose comme 50 000 réactions chimiques différentes. Et vous avez en dessous quelque chose qui est très intéressant, qui dit, si c'était simplement des réactions chimiques simples, on verrait qu'il y aurait un dégagement d'énergie et de chaleur, et on estime que la température corporelle des animaux comme la nôtre serait de l'ordre de 800 degrés. Donc, si vous voulez, pas de vie possible. Or, quand ces mêmes réactions se produisent en présence d'un catalyseur, quelque chose qui les facilite, la quantité de chaleur qui est dégagée est très faible, ce qui correspond à nos 37 ou 38 degrés de température corporelle. Vous voyez la différence, c'est une énorme économie d'énergie et en même temps, des températures de réaction qui ne sont pas du tout les mêmes. Voilà le rôle d'un catalyseur. Alors comment ça se traduit en réalité? Un catalyseur est fait à partir d'une grosse molécule qu'on appelle une enzyme ou qu'on appelle un apoenzyme, sur lequel vient se fixer tout simplement un élément métallique comme par exemple le zinc, le cuivre, tout ce qu'on a évoqué, et qui va avec une molécule, la transformer et donner des produits différents. Voilà, il vient se fixer sur une molécule protéique et tout ça pour un enzyme. Alors, petite pour l'anecdote, le mot enzyme est un mot qui est féminin mais qu'on emploie la plupart du temps au masculin, ce qui fait qu'au bout du compte, il a les deux sexes. Vous en penserez ce que vous voudrez. La classification des enzymes. Les enzymes sont extrêmement variées. Et alors là, je ne vais pas m'étendre trop là-dessus, mais pensez que, par exemple, quand on veut prendre une partie oxygénée sur une molécule, on appelle ça une oxydoréduxase, on a 40 catégories d'enzymes de ce type-là, et si je vous fais une liste, je ne vais pas aller rentrer dans les détails, sachez qu'on dispose à peu près de 5 à 10 000 systèmes enzymatiques différents pour faire tout le travail au quotidien, que ça se passe bien et que ça se passe en douceur, sans trop de chaleur. Les systèmes enzymatiques sont à peu près dans tous les tissus de l'organisme. Là où on en a le plus, c'est évidemment le foie, qui est vraiment le grand ordonnateur au niveau des réactions biochimiques. Les
organes qui en ont le moins, paradoxalement, ce sont les poumons et la peau, mais sinon, les autres tissus en sont très bien fournis, et puis les enzymes, ça se balade un peu partout. Les voies d'élimination, principalement, c'est la voie fécale. Donc, quand les enzymes ont fait leur travail, eh bien, une partie est éliminée et il y a effectivement des oligoéléments qui sont éliminés par voie fécale. En particulier, on fait souvent des contrôles au niveau de l'excrétion fécale par exemple du zinc dans les élevages de porcs pour voir ce que donne l'administration du zinc que l'on fait dans l'alimentation. Oui, peut-être anecdote, au niveau sudoral, c'est pour le cheval qui va éliminer des quantités phénoménales d'eau et d'oligo-éléments dans sa sueur. Alors, je vais faire rapidement le tour du rôle catalyseur des oligo-éléments, c'est-à-dire le rôle principal qu'il a dans les condiments minéraux. Si je prends le zinc, vous voyez indiquer tout ce qui est permis. Je retiens simplement pour moi deux grandes directions. La croissance musculaire, parce que ça permet de stimuler l'ADN polymérase, et puis les accessoires comme la qualité de la corne, par exemple, et puis la construction d'un système enzymatique, vous allez revoir très souvent dans ce que je vais vous expliquer, qui s'appelle la superoxyde dismutase, qui est un système antioxydant qui va entrer dans l'immunité et la longévité. Donc on a ce côté, j'allais dire, double face entre le côté catalyse pure et le côté consommation d'oxygène. Si je prends le manganèse, même topo, et je retiens du manganèse, parmi tout ce que je vous ai marqué ici, l'idée que le manganèse sert surtout à la détoxification et au rôle du foie dans cette fonction-là. Et aussi, même chose que pour le zinc, c'est pour ça qu'on l'a associé, c'est qu'il y a construction d'une superoxyde dismutase qui va jouer dans l'immunité et la longévité. Le cuivre, même chose pour le cuivre. Le cuivre, retenez que c'est un des éléments constitutifs de la gaine de myéline, ce qu'on appelle les cérébrosides, qu'il a aussi un rôle que je n'ai pas fait signaler ici dans la sécrétion de la progestérone, donc dans la reproduction, et lui aussi, ce fameux cuivre, dans la superoxyde dismutase, donc immunité et longévité. Petite recommandation, le cuivre est toxique chez le mouton et donc il y a un certain nombre de précautions à prendre, mais je rappelle, partie droite de la diapo ici, j'ai perdu ma souris, là voilà, il faut quand même une certaine quantité de cuivre chez le mouton, c'est 500 ppm, et malheureusement, on en est encore à supprimer complètement le cuivre dans les condiments minéraux des ovins, ce qui est une erreur fondamentale et qui, tout simplement, entraîne des états de carence. À signaler qu'on devrait, et on ne le fait jamais, que le cuivre et le sélénium, qui sont un peu toxiques, doivent figurer sur le carnet d'élevage, ce qui n'est jamais fait. On vient donc au sélénium. Le sélénium, c'est une prévention contre le stress oxydant, surtout à l'intérieur des cellules. Et sa grande application, c'est la prévention des myopathies du raid du veau, par exemple, où on l'associe à la vitamine E, qui est aussi un antioxydant. Et puis, lui aussi, comme ses trois autres compères, fabrication d'une superoxyde dismutase, c'est immunité et longévité. Donc, je vous les ai évoqués au titre de catalyseur, mais je vous ai déjà annoncé qu'on allait en reparler à propos de l'immunité. Le fer, tout le monde sait que c'est un des éléments constitutifs de l'hémoglobine, donc le transport de l'oxygène. Attention, le fer est très important pour éviter ce phénomène d'anémie, mais à dose élevée, il devient un élément oxydant, et donc son incorporation dans les condiments minéraux doit se faire avec prudence, en fonction en particulier de la richesse des sols régionalement. Dans certaines régions, on a des quantités faramineuses de fer, et je pense à tout l'ouest de la France, où on a des eaux qui sont très chargées en fer, et puis où on a des apports à faire de manière très modérée.
L'iode, c'est une des grandes découvertes des 20 dernières années, puisque l'iode participe au métabolisme énergétique. Et comme on a des animaux qui, par sélection, ont des niveaux métaboliques de plus en plus élevés, eh bien, on constate qu'ils ont des besoins en iode qui sont de plus en plus élevés, qui n'étaient pas couverts par les condiments minéraux traditionnels qu'on utilisait il y a seulement 20 ans. Et l'iode, pour que se transforme en hormone thyroïdienne, cette transformation doit se faire en présence de sélénium. Et aujourd'hui, compte tenu de cette information, je trouve que cette information est mal utilisée parce qu'on trouve aujourd'hui des minéraux avec des excès d'iode supérieurs à 250 ppm par exemple, alors que probablement 200 serait largement suffisant, et pas assez de sélénium, on a toujours moins de 50 ppm, donc on a très mal compris la règle, on a insisté trop sur l'iode, pas assez sur le sélénium, alors que c'est un équilibre qu'il faut pour que les choses soient efficaces. Le cobalt, c'est le précurseur de la vitamine B12, mais c'est en même temps un élément qui permet aux bactéries du rumen de bien fonctionner. Je rappelle, je sors un peu du sujet, mais que lorsque vous nourrissez un ruminant, vous nourrissez le ruminant pour la production qu'il doit faire de viande ou de lait, mais en même temps, vous devez nourrir les bactéries du rumen, et pour avoir un bon fonctionnement, un fonctionnement optimal au niveau du rumen, il faut une petite quantité de sucre rapide, ce qu'on appelle les sucres fermentescibles, une petite quantité d'azote soluble, du phosphore, du cobalt et du soufre. Ne l'oubliez jamais dans l'approche de la ration. Ici, je vous ai mis schématiquement les niveaux auxquels on se situe pour utiliser les oligoéléments. Dans le niveau 1, on se situe à un niveau de pratiquement aucun oligoélément, ce qui est quand même rarement le cas, mais théoriquement, on ne pourrait pas vivre sans oligoéléments. Le niveau 2, c'est un niveau qu'on rencontre très fréquemment, qui est un niveau de carence, c'est-à-dire des animaux qui n'ont pas des quantités suffisantes et qui, de ce fait, vont mal fonctionner à tel ou tel niveau. Au niveau métabolique, par exemple, je vais y revenir tout à l'heure parce que c'est quelque chose de nouveau que je vais vous introduire, ou au niveau de la reproduction. Le niveau 3, c'est le niveau normal défini par l'INRAE, qui a beaucoup travaillé ce sujet-là dans les années 50 à 80 et qui nous donne aujourd'hui des repères pour savoir quels sont les besoins des animaux en oligoéléments. Le niveau 3, c'est celui que je recommande dans la construction des condiments minéraux. Le niveau 4, c'est un niveau un peu plus élevé, à peu près 20% au-dessus. C'est le niveau que j'utilise dans la méthode que je préconise pour gérer la santé animale, c'est-à-dire la méthode PEPS, qui permet de stimuler un peu plus fortement le système immunitaire et donc d'avoir en retour une meilleure protection. C'est quelque chose qui est ponctuel, qui n'est pas constant. Et puis le niveau 5, c'est tout simplement rappeler que des consommations excessives d'oligoéléments peuvent être toxiques et que donc on a à faire un usage qui soit raisonnable au niveau des oligoéléments. Petite synthèse donc sur cette première partie, c'est-à-dire le rôle catalytique des oligoéléments. Je vous demande de retenir simplement que dans la croissance, on a vraiment des besoins importants en zinc pour la construction musculaire, en cuivre pour la construction à la fois du système nerveux central et puis des conjonctifs, c'est-à-dire par exemple qualité des tendons, qualité des articulations. Un rôle important dans la reproduction. C'est le zinc pour la venue en chaleur, le cuivre pour la sécrétion du corps jaune, et puis, point important, ce rôle que l'on n'a pas aujourd'hui très bien assimilé, le rôle dans les maladies métaboliques. Quand vous avez un phénomène de cétose, eh bien on se contente aujourd'hui d'apporter du propylène glycol. Je me rends compte que si on ajoute à côté de ça des oligoéléments, on a une efficacité multipliée par 2 ou par 3 de ces compléments énergétiques. Donc bien penser que même dans les maladies métaboliques, il faut tout remettre en forme pour pouvoir optimiser les corrections qu'on fait.
petit clin d'œil que j'ai mis en bas, règles de composition des CMV, il y a des compositions très rigoureuses, et je dois dire, et tout le monde va m'en vouloir, qu'aujourd'hui j'estime qu'il y a moins d'un condiment minéral sur 3 qui respecte ces règles de composition. Je me demande comment font certains gens pour justifier la composition de leurs minéraux. Quelquefois j'hallucine un peu, mais voilà, on fait avec l'existant. Alors, on en vient à la deuxième partie. J'ai évoqué donc cette idée de catalyse, c'est utile partout, ça permet de faciliter toutes les réactions biochimiques et donc d'éviter ces fameux dégagements de chaleur ou cette fameuse consommation excessive d'énergie. On en vient maintenant à la consommation de l'oxygène et ce qui était précisément dans le texte du 19 juin, c'est-à-dire l'association zinc, manganèse, cuivre, sélénium. Dans la consommation de l'oxygène, initialement, quand la vie est apparue sur la Terre, on était avec une consommation d'oxygène, une proportion d'oxygène dans l'air qui était de l'ordre de 0,5%. Et puis progressivement, grâce à la mutation des bactéries qui se trouvent dans l'océan, ce qu'on appelle les bactéries cyanogénétiques, on est arrivé à produire des quantités de plus en plus fortes d'oxygène. Et au fur et à mesure, c'est l'évolution qu'il a voulu. Certaines espèces ont disparu, d'autres sont apparues qui étaient plus adaptées à ces niveaux énergétiques. Aujourd'hui, la quantité d'oxygène permet des métabolismes énergétiques très élevés. La production de lait, par exemple, si une vache peut produire jusqu'à 50 litres de lait par jour, elle va consommer énormément d'oxygène et produire de l'énergie qu'elle va reconsommer au niveau de la production du lait. Pareil pour le travail musculaire, ça c'est par exemple, moi je pense aux abeilles dont je m'occupe particulièrement en ce moment, donc le travail de butinage est un travail musculaire, l'abeille est un sportif de haut niveau qui va donc consommer beaucoup d'énergie. Qu'est-ce qui se passe dans cette histoire de métabolisme énergétique? Eh bien l'énergie va être produit au niveau de la cellule par des petits organites qu'on appelle les mitochondries. Ces mitochondries, imaginez, c'est comme des sortes de petits moteurs qui tournent en sur-régime et qui, parce qu'ils tournent en sur-régime, vont provoquer des anomalies. Et 2% de l'énergie qu'elles devraient produire est en réalité remplacée par des radicaux libres oxygénés, c'est-à-dire des molécules oxygénées qui vont être très agressives pour les cellules et vont provoquer le vieillissement. Le vieillissement, ça peut être donc la résultante d'un métabolisme énergétique poussé au maximum. Et puis, la deuxième direction, on va nous s'intéresser beaucoup plus à cette partie-là, c'est celle de l'immunité innée. Il existe des mécanismes qui font qu'un individu peut résister à l'action des agents pathogènes, et ça, il le fait au moyen de ce qu'on appelle un stress oxydant, qui va aboutir à la mort du pathogène, mais va entraîner des effets secondaires que je vous ai appelés des effets délétères, qui sont en particulier le phénomène de vieillissement, là aussi. Alors, ce fameux stress oxydant, qui pour moi est la base de toute la vie sur notre planète, c'est donc l'action de molécules oxygénées très agressives sur le vivant et pour lequel on essaye d'apporter des éléments de réduction des effets secondaires. Pour ça, il faut être très cohérent et il faut s'attaquer à ce qu'on appelle le milieu extracellulaire. On le fait par exemple avec de la vitamine C, des polyphénols contenus dans les végétaux, mais aussi avec le zinc et le cuivre, qui sont les éléments de construction d'un système enzymatique qui s'appelle la superoxyde dismutase. Retenez bien que la sode à zinc et à cuivre est 50 fois plus efficace que la vitamine C, parce que la vitamine C fait partie des antioxydants mineurs qui combattent les molécules oxygénées, molécule à molécule, et la vitamine C, dès qu'elle est oxydée, dès qu'elle a fait sa fonction, elle devient à son tour pro-oxydante. Donc attention aux amateurs de vitamine C, c'est une arme à double tranchant, il en faut un peu, peut-être, oui, mais pas trop, et au bout d'un certain temps, l'effet bénéfique est perdu par ce côté pro-oxydant de la vitamine C.
Il faut ensuite s'adresser à la paroi de la cellule qui va être endommagée parce qu'elle contient des lipides qui s'oxydent facilement. Et là, ce sont vitamine A et vitamine E qui viennent à notre secours. Et j'ai oublié de le mettre dans mon schéma. Ce sont les acides gras polyinsaturés qui sont riches en ce qu'on appelle les oméga 3, par exemple. Je vais évoquer par là l'huile de lin, l'huile de colza, et puis même en partie l'huile d'olive, par exemple. Et contrairement à une huile qui, je trouve, est un désastre au niveau biologique, qui est l'huile de tournesol, parce qu'elle est riche en oméga 6 et qu'elle est pro-inflammatoire. Au passage, ça vous permet d'augmenter votre culture culinaire. Et puis, dernier point, le milieu intracellulaire. Dans le milieu intracellulaire, il faut aller jusqu'au bout et construire de la sode à manganèse, construire de la glutathion peroxydase à sélénium, et on a deux systèmes enzymatiques intracellulaires qui sont très efficaces dans la lutte contre ces radicaux oxygénés. Quand on veut gérer le stress oxydant, c'est un ensemble de composants qu'il faut équilibrer, et je trouve, moi, navrant que dans les condiments minéraux, on n'ait que des approches très parcellaires, et quelquefois, ça me fait un peu sourire, on a trouvé très génial d'introduire dans certains minéraux des sodes extraits du melon, ce qui est ridiculement bas par rapport à ce qu'une vache peut construire elle-même à partir de ce qu'on lui amène dans sa ration en zinc, cuivre, manganèse, par exemple. Alors, on va parler immunité. Alors, tenez-vous bien, je vais faire un petit tour dans l'immunité. L'immunité se construit à partir de deux entités, l'immunité innée et l'immunité adaptative. L'immunité innée, c'est l'immunité la plus ancienne. C'est celle qui existe dans toutes les espèces végétales, animales ou humaines. Et elle est constituée de l'immunité de barrière, que vous voyez ici, c'est-à-dire la résistance, par exemple, pour les mammifères, de la peau et des muqueuses, que sont la muqueuse pulmonaire et la muqueuse intestinale. Elle est constituée d'un système qui est le système de sorte d'anticorps naturels libérés par le foie, qu'on appelle le système du complément, et puis surtout, c'est là où je vais en travailler, par des cellules de défense qui sont les globules blancs, polynucléaires neutrophiles et macrophages. Elle constitue, de mon point de vue, en tout cas, 80% du système immunitaire. Pourquoi? Parce qu'elle est très précoce, c'est la première à être mise en fonction, et de son efficacité va dépendre la suite. Et elle est complétée par l'immunité adaptative, c'est-à-dire les anticorps qui viennent la compléter. Et je vous montrerai tout à l'heure comment ça fonctionne. À quoi sert un anticorps? Il y a donc une voie qui s'appelle la voie TH1, qui permet, avec ces anticorps, de faciliter la partie immunité innée. Mais, si vous faites un excès de vaccination, vous allez déprimer votre immunité innée. C'est-à-dire qu'à vouloir trop bien faire, vous allez saboter ce qui représente l'essentiel de l'immunité, c'est-à-dire 80%, c'est l'immunité innée. Donc, attention aux excès de vaccin. On a eu une démonstration grandeur locale, nationale de cet excès de vaccination. Dans une région qui se trouve dans le nord-est de la France, je parle de l'Alsace et de la Lorraine, on a une pratique de la vaccination des vaches gestantes qui est rigoureuse, qui est presque systématique, où on met 2 voire 3 vaccins sur les gestantes pour protéger les veaux. Et lorsque est venue la campagne, malheureusement l'épidémie de FCO, on a rajouté une 4e valence à la vaccination, et on a vu apparaître particulièrement dans cette région une maladie sur les veaux qui était une maladie hémorragique pulmonaire dans les jours qui suivaient la naissance, et on a mis très longtemps à élucider le problème qui était pas évident puisqu'on ne trouvait pas de pathogène particulier, mais qui était tout simplement un dérèglement du système immunitaire lié à un excès de vaccination. Donc je ne fais pas un plaidoyer contre les vaccins, au contraire, la vaccination, je trouve qu'elle doit respecter deux mots particuliers, elle doit être justifiée est limitée, et on est très heureux quelquefois de s'en servir, mais elle ne constitue pas le réflexe fondamental. Le réflexe fondamental, et je vous ramène ici à ce que j'ai marqué, immunité innée égale 80% du travail qui est fait. Notons au passage que le microbiote intestinal, par les lymphocytes T régulateurs, va essayer d'équilibrer entre TH1 et TH2 le fonctionnement de l'immunité. Alors, petite séquence animée, je vais vous résumer comment
ce qui se passe, quelles sont les successions des événements qui se passent, par exemple, quand un pathogène rentre dans la mamelle d'une vache. Il est immédiatement, je vais essayer de retrouver ma flèche, je l'ai là. Il y aura des signaux qui vont être envoyés par les cellules de défense et qui vont faire que les globules blancs vont venir en masse dans la mamelle va augmenter de volume et le globule blanc va venir englober le pathogène et puis immédiatement, un 10 millième de seconde après, il va lui mettre dessus, là, ici, un flot de molécules oxygénées qui sont l'oxygène singulaire, le radical hydroxyle, ainsi de suite, le peroxyde d'hydrogène, et va essayer de tuer le pathogène. Sauf que le mécanisme est extrêmement violent et que ces radicaux oxygénés vont venir se loger instantanément dans la paroi du globule blanc. Et là, on a deux scénarios. Ou bien le globule blanc ne résiste pas au phénomène qu'il a lui-même initié, il va éclater, libérer des radicaux libres dans les tissus, c'est ce qui aboutit quelquefois à des dénaturations des tissus où se trouvait l'infection, par exemple, où trouver après une mamite une induration dans le parenchyme mammaire, ou bien le globule blanc était équipé de systèmes enzymatiques qui ont neutralisé ces fameux radicaux libres et il va instantanément pouvoir poursuivre sa destruction du pathogène, vous le voyez apparaître ici en pointillé, par une digestion enzymatique. Et pourquoi il est capable d'être plus fort que le pathogène? Tout simplement parce qu'il était équipé de systèmes antioxydants qui gomment les effets secondaires du rôle du stress oxydant. C'est ces systèmes qui dépendent de sélénium, zinc, cuivre, manganèse. C'est pour ça que dans le texte officiel, il y avait cette proximité entre vaccination et production, immunité naturelle et gestion par le complexe sélénium, zinc, cuivre, manganèse. Donc vous les retrouvez notés ici, là, donc mes sodes extracellulaires, ma sode intracellulaire, la glutathion peroxydase, et puis j'ai noté que on pouvait de polyphénols, je vais revenir tout à l'heure parce que les polyphénols nous permettent d'utiliser les oligoéléments dans un mode particulier qu'on appelle l'hormésie. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour moi? Je fais pratiquer régulièrement l'analyse des poils des animaux et j'ai au bout du compte le tableau qui est figuré ici où vous voyez que vous avez sur la première ligne le calcium qui est en quantité insuffisante, le phosphore qui est suffisant, le magnésium insuffisant, le sodium insuffisant, c'est le sel. J'ai dans le deuxième tableau oligoéléments, je peux interroger instantanément les oligoéléments de l'immunité, vous voyez, cuivre, zinc, manganèse, sélénium, et je vois qu'ils sont tous déficitaires. Donc je sais par avance que j'aurai un système immunitaire qui sera peu performant. Et puis dernier point, les éléments toxiques, et là je vois que par exemple, j'ai un taux d'aluminium élevé qui probablement est à mettre en relation avec les argiles du sol qui sont en train de s'éroder et de libérer leur aluminium constitutif. Et puis on explore d'autres choses qui m'arrivent quelquefois de trouver des taux de barium très élevés que moi je mets en relation avec les excipients des traitements herbicides faits sur les soja OGM du Brésil, par exemple. On a quelquefois du plomb, parce que persistent encore quelques canalisations au plomb. Donc, on a quelques informations sur ces contaminants liés à des métaux lourds. Alors, l'analyse de poils, aujourd'hui, il faut être très clair. L'analyse de poils est beaucoup contestée par des gens dont je m'excuse, mais dont je vais précisément dire qu'ils n'ont pas l'habitude de la pratiquer. C'est en règle générale ceux qui ne pratiquent pas l'analyse de poils qui la critiquent le plus. Et je ne vais pas insister, mais ils ont des raisons pour ça. Pour réussir une analyse de poils, il faut respecter des règles pratiques simples. Il faut que les animaux aient mangé la même chose dans ceux qui vont rentrer dans l'analyse pendant les 2 derniers mois parce que l'analyse de poils reflète ce qui a été assimilé par l'animal au cours des rations distribuées dans les 2 derniers mois. Le prélèvement doit être fait obligatoirement par de la tonte. On n'arrache pas le poil. À la limite, si on a un as des ciseaux, on peut peut-être les couper, mais il faut être vraiment très respectueux. On le met dans une zone propre. J'ai noté que c'était sur les côtes que c'était le plus facile. Il faut une longueur maximum de 1,5 cm en partant de la peau. Donc si on est en hiver avec des poils de 4 cm, on est pointe parce que la partie beaucoup plus longue est moins fiable dans les renseignements fournis.
On fait un mélange homogène à partir de 5 ou 10 animaux et point clé de la technique, il faut s'adresser à un laboratoire compétent. Nous, je me suis permis de le signaler, nous travaillons avec le laboratoire Adénucléis qui nous fait un travail qui s'est affiné progressivement au niveau des mois et aujourd'hui, on a une technique qui est parfaitement éprouvée. Quelles sont les informations retenues? En minéraux, globalement, la plupart du temps, on constate une carence en calcium. On a au niveau du sel des consommations absolument fantaisistes. Ne retenez pas l'adage qui dit quelquefois que la vache s'autorégule. Non, c'est faux. Et il faut l'aider à comprendre ce dont elle a besoin. Donc, travailler, soit par une incorporation je veux dire, décider si la vache a besoin de 90 grammes de sel par jour, on va l'incorporer à la ration d'enrubanage ou d'ensilage. La potasse, c'est un point, c'est un véritable poison. Et la potasse entre en compétition au niveau de l'intestin avec l'absorption du calcium. Or, je vois quelquefois des anomalies dans les informations que reçoivent les éleveurs. On leur dit par exemple, le meilleur végétal pour apporter du calcium, c'est la luzerne. Et pour produire de la luzerne, n'hésitez pas à faire des apports réguliers de potasse. Or, je me rends compte que la luzerne que l'on produit de cette manière-là est abondante. On peut aller jusqu'à 5 coupes par an, par exemple. On a présent dans la luzerne de la potasse, parce que la luzerne pompe beaucoup la potasse et du calcium, et que la potasse présente dans la luzerne bloque l'assimilation du calcium. Donc vous avez produit pour rien un végétal riche en calcium, mais un calcium qui n'est pas assimilable. Les oligo-éléments. Alors le zinc c'est le mieux représenté parce que il n'est pas cher, parce que l'oxyde de zinc n'a pas de mauvais goût et donc on n'hésite pas à en mettre. Il est souvent en quantité suffisante. Le manganèse, on est presque dans ce cas de figure, mais c'est assez variable en fonction des régions. Alors les plus mal lotis, c'est cuivre, sélénium, cobalt, toujours en quantité insuffisante pour différentes raisons, parce qu'il y a en particulier une règle stricte à 50 ppm pour le sélénium incorporé, mais qu'on a toujours dans l'idée que le cuivre est toxique, et même la toxicité qu'on a mis en évidence pour les ovins, eh ben on n'hésite pas quelquefois à la faire payer aussi aux bovins, donc avoir des apports qui sont insuffisants. Le fer, c'est variable en fonction des régions, donc il n'y a pas de règle précise, il faut quand même être un peu au courant quand on est dans une région pour savoir quelles sont les quantités de fer présentes dans le sol. Voilà, je trouve, et je répète, que cette analyse, quand elle est faite dans de bonnes conditions de prélèvement, avec une bonne analyse pratiquée, donne des informations extrêmement précieuses et qui permettent d'évaluer une ration. Alors, les moments les plus favorables, si je fais une analyse en février, j'aurai la photographie de ma ration hivernale. Si je fais une analyse en septembre, j'aurai l'évaluation de ma ration estivale. Vous voyez, donc il y a des moments et des informations qui sont relativement fiables et qui sont, j'allais dire, on ne change pas chaque année radicalement notre mode d'alimentation, donc vous avez des informations qui sont valables pour plusieurs années. Par rapport à ça, nous avons, nous, une gamme d'oligo-éléments sous forme liquide, bidon de 20 litres pour le défiole bovin, qui est avec cette fameuse séquence zinc, cuivre, manganèse, sélénium, mais aussi avec de l'iode, du fer et du cobalt, auquel nous avons associé des extraits d'algues marines et des extraits fermentés d'agrumes. J'expliquerai tout à l'heure pourquoi on a cette composition particulière. Et son usage va être un usage beaucoup plus ponctuel. On l'a dit, ça va être des moments où on a besoin de faire fonctionner au maximum l'immunité innée, et ça se traduit chez les bovins par 100 millilitres par jour. Ça dépend des cas, mais c'est souvent des cures de 5 à 7 jours sur les aliments. Je vous donnerai maintenant des cas précis d'indication. Pour l'instant, on fait le tour de la gamme. Le défiole pour les petits ruminants, c'est le même principe, mais surtout en respectant des quantités de cuivre qui soient capables d'être efficaces sans être toxiques. C'est en présentation 20 litres, agréé en bio. Pour les cures, on est sur 30 ml par jour, pareil, de 3 à 7 jours selon le but poursuivi. Je vais vous montrer des exemples d'utilisation.
On en a une gamme, alors en bidon un peu plus restreint de 5 litres pour toutes les autres espèces, à dire en particulier, on peut les utiliser chez les monogastriques, les volailles, chez le cheval, on peut les utiliser chez le porc, on peut l'utiliser aussi si on était quelquefois gêné par les jeunes ruminants dans la phase lactée. Et enfin, dernier point, on a un produit beaucoup plus complexe qui s'appelle Defimix et qui, lui, à côté des oligoéléments, va apporter des éléments spécifiques pour le jeûne, en particulier des huiles de foie de poisson pour augmenter l'efficacité des muqueuses intestinales et pulmonaires pour les protéger, qui contient des oméga 3, qui contient des bêta-glucanes, c'est-à-dire des extraits de la paroi de levure qui sont des immunostimulants. Et donc, ce complexe-là permet de stimuler très bien l'immunité innée du jeune. Alors, je vous ai mis, et donc pour ceux qui pourront accéder à nouveau au replay, vous aurez toutes les quantités. Voilà. Par exemple, en vache laitière, on propose 30 millilitres une fois par semaine jusqu'au sevrage, et vous avez à ce moment-là une croissance qui est très linéaire, sans incident, type pathologie pulmonaire par exemple. Alors, comment utiliser ces fameux défioles bovins, ruminants, multi-espèces? On peut faire, vous allez le voir, tout avec. Mais je vous les ai classés en grandes directions pour que vous ayez des points de repère. Dans les pathologies chroniques, là où on a un système immunitaire inné qui n'arrive pas à devenir le vainqueur, on va pouvoir aider les animaux par des apports. Par exemple, je vous ai mis la gestion des mammites chez les bovins laitiers et surtout des mammites subcliniques, ce qu'on appelle les vaches à cellules. C'est une pure merveille. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Je vais vous montrer également un exemple dans les gros genoux des chèvres, le KF, ou le piétin des ovins. On va, et vous l'attendiez, aborder les maladies vectorielles, c'est-à-dire la FCO et la maladie hémorragique. Et puis, on va avoir des cas très banals du quotidien où on a tendance à prendre un peu la seringue et à administrer des antibiotiques. Eh bien, je vais vous montrer qu'on peut parfaitement le faire sans utiliser des antibiotiques avec les mêmes chances de réussite. Alors, on y va. Les mammites subcliniques. Cet exemple-là est particulièrement représentatif. Voilà, vous avez un exemple d'un élevage là, de 71 vaches Holstein, 7500 kg par lactation, et qui a un niveau de cellulaire que je vais vous montrer, puisque le contrôle est fait par les données du contrôle laitier individuel qui permettent de voir comment on est en niveau cellulaire avant et après la cure. L'administration, c'est 100 millilitres par jour et par vache pendant une semaine, et puis on a refait un mois plus tard une nouvelle cure d'une semaine. Et voilà le résultat. Il est particulièrement significatif. Vous avez dans le tableau en haut les numéros de travail des vaches et puis leur taux cellulaire. Pour la première, 200 000, elle est passée à 2 millions, elle est passée à 200 000. L'autre, 1,3 million, elle est passée à 137. Ce qu'on voit, c'est très amusant, c'est que nos taux cellulaires ont été divisés par 10. Donc, ça signifie qu'on a des vaches qui sont toutes redevenues normales et on n'est plus dans ce cas de figure de vaches dans des situations pathologiques. Et ce qui est très intéressant, moi ça me passionne ça, c'est de voir que la moyenne des vaches du troupeau globalement, qui comprend à la fois les vaches infectées et les vaches saines, est passée de 210 000 de moyenne avant la cure à 70 000 après. Ce qui signifie que même lorsque les vaches ne sont pas infestées, elles baissent leur niveau de présence cellulaire dans la mamelle. Pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'il leur faut moins de globules blancs pour faire la surveillance ou le petit travail à faire au quotidien, parce qu'elles ont des globules blancs plus performants. Voilà, c'est une démonstration, mais j'allais dire incontestable, de la valeur des oligoéléments dans l'efficacité des cellules de défense. Autre exemple, je vous ai pris à gauche le cas du KF chez les caprins, donc ce fameux virus immunodéprimant qui donne des gros genoux. Je signale qu'en France, on a aujourd'hui à peu près à peine un quart des troupeaux qui sont indemnes de KF, et que vous pouvez, lorsque vous avez ça, intervenir en donnant le défiol
PR ou même le défiole bovin, puisque la chèvre tolère bien les hautes doses de cuivre. Donner 30 ml par jour, 5 jours par mois pendant les 3 mois qui suivent la mise bas, et mettre éventuellement des huiles essentielles sur le genou. On a une spécialité qui s'appelle l'Effipod, 1 millilitre sur chaque genou, 3 jours par semaine, simplement 2 semaines, et on va avoir une lactation parfaitement normale. On a même quelquefois une régression de la taille des genoux. Alors, une autre maladie qui est tout aussi enquiquinante là et qui est très chronique, c'est le piétin chez les ovins. Je n'ai pas le temps de vous montrer des tas d'exemples, mais on voit qu'une cure de 30 ml par jour, 5 jours par mois, va faire régresser le piétin. Je peux vous dire qu'on va diminuer à peu près par 5 la fréquence des interventions sur le troupeau au bout de 3 mois d'administration. C'est quelque chose qui est remarquablement efficace. Et sur la première intervention, on conseille quelquefois, après avoir fait le parage du pied, de mettre des huiles essentielles sur une compresse sous un pansement qu'on laisse en place pendant une semaine jusqu'à ce qu'il tombe tout seul. Pathologie infectieuse du pied, là on est dans le cas de l'usage, donc d'éviter l'usage des antibiotiques. Par exemple, lorsque vous prenez le Paneri interdigité des bovins, avec ce pied qui enfle, défiole 100 ml par jour pendant 3 jours, huile essentielle sur la couronne, et on voit que on va 9 fois sur 10 réussir très très bien, avec une petite différence, c'est que si vous faisiez habituellement antibiotiques plus anti-inflammatoires, vous auriez pu voir que la guérison est obtenue au bout de 2 ou 3 jours avec un pied qui désenfle. Là, avec cette technique-là, vous verrez la guérison qui va se traduire par un retour à l'appui au bout de 48 heures. Donc, si ça ne fait plus mal, c'est qu'il n'y a plus d'inflammation. Par contre, le pied peut rester enflé pendant 2 ou 3 semaines. Il faut que, tout simplement, les globules blancs déconstruisent les barrières qui avaient été faites pour se protéger. Mais c'est simplement apprendre à connaître et à s'habituer à la réaction des animaux dans ces cadres-là. L'abcès du pied, alors je pense que là aussi c'est un exemple, mais indiscutable de la très grande supériorité du travail qu'on peut faire par rapport à l'antibiothérapie. Il faut donc administrer les oligoéléments 100 ml par jour pendant 3 jours, et puis faire un débridement de l'abcès, donc aménager la sole pour pouvoir loger sur une compresse une quantité importante d'huile essentielle, 2 ou 3 millilitres, mettre en place un pansement compressif qui reste en place pendant 5 jours, donc il faut pas être restreint au niveau de l'usage des bandes collantes qu'on va mettre sur le pied, et de cette façon-là, on va avoir très vite une récupération au niveau du pied. Je signale quand même que je vois quelquefois des cas très avancés qui se traduisent même jusqu'à une amputation de l'onglon externe. Je veux dire qu'on ne doit pas en arriver là avec tout simplement ce mode d'intervention. Autre cas de limitation de l'usage des antibiotiques, c'est l'ectyma, qui est une pathologie virale de la bouche, voire quelquefois des pieds, chez les jeunes ovins, caprins, voire même chez les adultes au niveau des mamelles. Là aussi, pareil, efficacité remarquable de l'administration des oligoéléments, soit chez le jeune qui est déjà atteint et qu'on combine avec l'application d'huile essentielle. On a un produit qui s'appelle Defiderm, et je vous rappelle un travail qui a été fait à l'INRA pour montrer en combien de jours, 3 pour la disparition de la douleur, la disparition de la suppuration en 6 jours, et la disparition de toute marque d'ectyma au bout de 10 jours. On a fait ça sur un lot important, une 60aine d'agneaux. Ce qui est également important pour ceux qui ont des petits ruminants, c'est que s'ils ont habituellement des cas d'ectyma, il serait prudent de faire une cure de 4 ou 5 jours de défiole petits ruminants à leurs adultes en prévention, donc juste avant la mise bas. Et là, à ce moment-là, on voit que l'ectyma ne s'exprime plus chez les petits ruminants et que donc on n'aura pas le passage sur les jeunes. Même chose pour les petits ruminants pour une maladie qu'on appelle la maladie caséeuse, c'est-à-dire ces multiples abcès qui apparaissent après le stress de mise bas. Tout simplement, on peut vraiment les éviter en faisant une cure de défiole avant la mise bas. Les maladies respiratoires. Alors là, c'est pour
éviter quelquefois carrément les antibiotiques, quelquefois pour en renforcer l'efficacité. Alors je vous ai pris quelques situations qui sont très particulières. L'arrivée des veaux dans un centre d'engraissement, eh bien la première des choses à faire, c'est de les mettre sous des fioles multi-espèces, 50 ml par jour pendant 5 jours, tout simplement dans le lait. Et se pose à ce moment-là très sérieusement la question que je vois encore très souvent appliquée à mauvais escient, c'est-à-dire l'antibiothérapie systématique à l'entrée de ces animaux. Il faut essayer d'éviter ce gâchis d'antibiotiques en mettant tout simplement les animaux sous protection avec les oligoéléments. L'entrée des broutards en bâtiment, ça c'est une grande question. Elle m'amuse beaucoup celle-ci. La première chose que les éleveurs me demandent, oui, mais quand on va rentrer les broutards, c'est surtout en zone charolaise, parce que c'est un animal du point de vue respiratoire qui est un peu plus fragile. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut vermifuger? Est-ce qu'il faut vacciner? On ne fait rien de tout ça. On met immédiatement les animaux sous des fioles, 100 ml par jour pendant 5 jours. La vaccination, à mon avis, elle est un peu plus complexe et je crois qu'elle n'est pas nécessaire à ce moment-là parce que contre quoi allons-nous les vacciner? Il y a plusieurs types de vaccins des maladies respiratoires. Je pense qu'il faut d'abord penser à augmenter le niveau de l'immunité innée. Et quant à la vermifugation, je répète, il ne faut pas vermifuger les broutards que l'on rentre. Le moment du sevrage est déterminé par la quantité de lait que boit le veau et non pas la quantité d'herbe qu'il mange dans la prairie. Donc c'est un petit peu plus long, il y a des nuances à apporter, mais normalement, cette vermifugation, elle ne s'impose pas. Et puis j'ai fait, alors toutes ces pathologies-là, en règle générale, sont des pathologies à virus. Et je vous ai fait à côté des pathologies individuelles à bactéries. Et là, que ce soit le défimix chez le veau ou que ce soit le défiole bovin sur les adultes, c'est une cure de 3 à 5 jours et qui combinée avec des huiles essentielles qui vont optimiser le fonctionnement des poumons et en particulier évacuer tout ce qui est glaire pulmonaire ou autres sécrétions, va permettre aux antibiotiques et aux anti-inflammatoires d'être efficaces parce qu'on a quand même encore très souvent des échecs à ce niveau-là, soit parce que l'antibiotique a été mal indiqué, soit parce que on est intervenu un peu trop tardivement avec des lésions pulmonaires importantes et il faut donc que tout le monde s'y mette pour qu'on puisse gagner. Donc les globules blancs vont faire un travail important et le poumon va faire lui aussi un effort dans son fonctionnement. Tout ça grâce aux oligoéléments et aux huiles essentielles. Alors, je vais faire un petit clin d'œil, je sors un peu de mon rôle, mais qu'est-ce que c'est que les anticorps? À quoi ça sert? Et je pense que là, vous avez tous là-dessus une idée assez fausse de ce que c'est qu'un anticorps. Un anticorps, c'est une molécule complexe comme celle que j'ai dessinée, avec une pièce intermédiaire et 2 chaînes latérales, 2 courtes et 2 longues, et qui va venir à l'encontre du pathogène, et vous pensez tous qu'il va détruire le pathogène. Vous voyez, il l'a éclaté là, ici. Malheureusement, ce qu'on appelle l'action neutralisante, ça n'est que 10% des anticorps que l'on produit. La plupart des anticorps viennent se plaquer contre l'intrus, vous voyez, vous avez l'intrus, l'anticorps, et viennent faciliter le travail des globules blancs, c'est-à-dire de l'immunité innée. C'est-à-dire qu'un vaccin est parfaitement efficace quand on a des animaux en forme. Et donc, ça veut dire que si on a des animaux qui sont maltraités, des animaux qui sont déficients, le vaccin sera peu performant. Donc, il faut bien qu'on place chacun à sa place. Le vaccin, c'est utile, mais il ne travaille pas tout seul. Et il lui faut l'aider, que les globules blancs vont l'aider, que ce soit les polynucléaires neutrophiles ou les macrophages, ce sont la complémentarité dans le tableau que j'ai fait au départ entre immunité innée et immunité adaptative. Alors, je sais pas, il me reste combien? Bon, gestion du parasitisme. Ça, c'est un des grands sujets, et c'est celui qui fait le plus peur aux éleveurs qui passent en bio, par exemple, du conventionnel en bio. C'est fait d'une suite de malentendus.
Quand on vous présente un parasite, on vous montre toujours la photo du parasite adulte, c'est-à-dire une grosse bête bien méchante, là, et vous dites: «Ah ouais, c'est pas sympathique comme truc». Rappelez-vous tous que la forme infestante, c'est une petite larve qui fait quelques dixièmes de millimètre, donc oui, oui, 1 ou 2 dixièmes de millimètre, quelquefois moins, et qu'elle est parfaitement à portée du système immunitaire. Donc, c'est une vigilance de tous les moments. C'est un système immunitaire qui doit fonctionner et qui va arrêter la pénétration du parasite. Et je vous ai mis les étapes où le système immunitaire intervient. Au niveau de la barrière intestinale, puisque la contamination se fait par voie buccale, c'est la présence d'anticorps spécifiques qui s'appellent les immunoglobulines A sécrétoires, qui sont tout le long du tube digestif et qui vont pouvoir neutraliser les larves infestantes. Et leur quantité dépend de la durée du pâturage. Plus on pâture longtemps et plus on fabrique ces immunoglobulines, et de la charge. Si on est avec un pâturage en dessous d'un 1,5 UGB hectare, on n'a aucune difficulté à être à la hauteur. Et en particulier, si on est à 1 quelquefois, ben c'est vraiment très facile. Si on est au-dessus de 2,5, oui, ça devient plus compliqué. 2, ces larves infestantes vont traverser la barrière intestinale ou se loger quelquefois dans sa paroi, et d'autres vont migrer. Et pendant cette phase où elles bougent, ces larves, elles sont attaquées par des globules blancs spécialisés qu'on appelle les éosinophiles et les polynucléaires neutrophiles, qui sont sous la dépendance des oligoéléments. On les retrouve, nos oligoéléments. Et enfin, même quand le parasite est adulte et que ça devient cette grosse bête bien méchante, il va être attaqué par une multitude d'acteurs qui sont les polynucléaires neutrophiles, les éosinophiles, les macrophages et les immunoglobulines de type G. Et là encore, ce sont les oligoéléments qui sont en première ligne. Donc vous avez tout le long de la vie du parasite des étapes où les oligoéléments sont indispensables. Et là où vous voyez un hiatus, c'est que la période de risque parasitaire, c'est la période de pâturage. Or, la plupart du temps, c'est la période pendant laquelle les animaux sont les moins bien complémentés et les moins bien pourvus en oligoéléments. Et je vous ai résumé sur ce qu'il faut faire en une j'allais dire, fiche symbolique, puisque très souvent, on met presque une journée pour expliquer ce que c'est que le parasitisme. Chargement inférieur à 1,5. Le pâturage tournant dynamique, souvent est proposé comme une gestion du parasitisme. C'est faux. C'est d'abord et avant tout une gestion de l'herbe en optimisant la production d'herbe. Des apports réguliers d'oligoéléments au pâturage, ça c'est fondamental, c'est la clé. Je vous ai marqué l'efficacité respective. Bassine alléchée, c'est bien, à condition qu'on en mette en permanence et en quantité suffisante. Le condiment minéral mélangé à du sel, c'est peut-être encore mieux. Pourquoi? Parce que ça coûte moins cher et que on peut en apporter des quantités suffisantes. Le défiole, celui dont je viens de parler, dans la tonne à eau, c'est parfait. Si on n'a pas, c'est un moyen sûr de pouvoir les administrer. Le bolus, c'est mieux que rien, mais vous savez, quand je vois des bolus à effet retard 5 mois et les quantités qui sont délivrées, ça fait pas sérieux. J'ai oublié dans ma ligne qu'aujourd'hui, le meilleur allié pour vous dans la gestion du parasitisme, c'est tout simplement la canicule, parce que les larves infestantes qui sont déposées sur la prairie n'aiment pas du tout la chaleur et l'ensoleillement, et que par exemple, la fauche est la meilleure façon de décontaminer une prairie. Enfin, recommandation supplémentaire, la coproscopie à l'automne pour se faire une idée de la nature du parasitisme, et puis le choix des animaux à vermifuger, c'est très important. En règle générale, il faut vermifuger moins de 20% des animaux du troupeau, c'est-à-dire en réalité les plus maigres, ceux qui ont des difficultés avec leur système immunitaire, de façon à se garder en permanence un volant de parasites qui n'ont pas eu de contact avec les antiparasitaires et qui ne sont donc pas devenus résistants. J'ai fait une petite courbe qui est une courbe tout à fait dans la logique de la biologie, qui est une courbe où vous voyez qu'à la droite du schéma, on a 20% à peu près des animaux qui sont extrêmement résilients, qui résistent à tout ce qui est parasitisme, donc très bien. Au milieu, on a à peu près 60% des animaux qui, s'ils sont bien complémentés, vont devenir très résilients. Si au contraire on les abandonne, eh bien oui, ils vont se contaminer. Et puis on a à gauche
les animaux qui ont vraiment un système immunitaire insuffisant et qui représentent à peu près 20% des individus. Ce sont ceux qu'il faudra traiter avec, donc, en particulier, un antiparasitaire adapté à la suite de la coproscopie que l'on aura fait. Et ces animaux-là, on les trie tout simplement parce que le meilleur indicateur de l'attaque parasitaire, c'est tout simplement le poids. Les animaux les plus maigres, ils sont là, dans cette partie-là du graphique. Alors, on en vient à essayer de s'expliquer sur aujourd'hui nos problèmes FCO, maladies hémorragiques, c'est-à-dire les maladies virales, comme il existe des maladies pulmonaires virales. Elles apparaissent sous deux modèles, le modèle maladie virale aiguë et le maladie virale chronique. Dans la maladie virale aiguë, dont on peut dire que, par exemple, la FCO fait partie de ce modèle-là, ou les grippes hivernales font partie de ce modèle-là, je vous ai fait figurer ici un virus. Le virus ici, c'est une capsule avec à l'intérieur du matériel génétique, ADN ou ARN. Il va venir au contact de la cellule, il va rentrer dans la cellule. À l'intérieur de la cellule, il va faire une décapsidation, c'est-à-dire qu'il va ouvrir sa capsule et il va libérer son ADN ou son ARN. Et son ARN, par exemple, va se substituer à l'ARN messager de la cellule qu'il est en train de parasiter, et il va demander à la cellule de produire des protéines et des capsules, et donc la cellule, qui est une bonne fille, va fabriquer énormément de virus. Et dans les pathologies aiguës, la cellule va tellement fabriquer d'unités virales nouvelles qu'elle va exploser. Ce qui explique ce phénomène très brutal, ce phénomène général avec des douleurs généralisées, avec des édèmes qui apparaissent, avec une fièvre importante, c'est tout simplement les pathologies virales aiguës avec des lésions tissulaires importantes. Et quelquefois, ces lésions tissulaires ne se récupèrent pas et on a des conséquences sous des formes de FCO chroniques. Et nous voilà dans la forme chronique. Dans la forme chronique, c'est à peu près le même principe, mais un peu plus lent, qui fait que lorsque un virus va pénétrer, il va se substituer là encore à l'ARN messager et il va venir occuper dans la cellule des sites de fonctionnement qu'on appelle les ribosomes, et il va demander à la cellule, d'une manière beaucoup plus cool, si vous voulez, un peu moins violente, de lui fabriquer des éléments constitutifs. Il va bloquer la fabrication normale des protéines par la cellule et il est possible qu'il occupe une multitude de sites. Ce qui fait que la cellule va être amputée d'un certain nombre de ses fonctions, donc on va avoir une cellule qui va fonctionner au ralenti. On est dans les maladies virales chroniques. Et donc, c'est un peu là où on veut en venir, donc dans ces fameuses maladies vectorielles qui sont la FCO et la MHE. Maladie à part, la dermatose nodulaire est beaucoup plus compliquée parce que son temps d'incubation est de 3 voire 4 semaines et elle nous met un peu la panique. On n'arrive pas à avoir des choses très franches, ce qui fait que cette particularité a abouti à l'abattage total des cheptels. J'en suis vraiment navré et je comprends la douleur que peuvent avoir les éleveurs dans ce cas-là. Malheureusement, c'est lié à cette particularité de la dermatose nodulaire. Alors, quelles sont les indications du défiole par rapport à ces maladies vectorielles? Tout simplement parce que l'éleveur sait que, d'un point de vue de l'immunité permanente, il n'est pas brillant parce qu'il ne donne pas beaucoup de condiments minéraux. Je signale à ce propos que chez les ovins, on n'a quelquefois pas du tout de condiments minéraux distribués. Alors vous pouvez imaginer dans quel état immunitaire sont les ovins, et c'est toujours eux qui payent le prix le plus fort, par exemple en FCO. C'est la même chose sur le parasitisme. On dit que les ovins sont très peu résistants, ils sont sensibles au parasitisme. C'est entièrement faux. Quand vous les complémentez correctement, ils ont une immunité qui est peut-être encore plus performante que celle des bovins. La proximité géographique d'un foyer. On a le voisin, on a un foyer à 10 km, on commence à avoir un peu la trouille et on va complémenter de façon à avoir pas trop de soucis après. Et puis on a, autre indication, les suites
des épisodes aigus, ce que j'ai appelé les non-valeurs, c'est-à-dire des animaux qui ne sont pas morts, mais gardent des séquelles, vont moins bien fonctionner. Si on est en production laitière, on a des productions laitières qui sont nettement pénalisées. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement administrer notre complexe d'oligo-éléments des fioles, bovins ou PR en cure de 7 jours, 100 millilitres pour les bovins, 30 pour les PR, et qui peuvent être à renouveler un mois plus tard. Mais on voit très vite que les animaux vont récupérer. Là, je suis en train de parler de la partie, pardon, j'ai inversé. Je suis en train de vous parler de la partie des non-valeurs quand on vous renouvelle, de ces animaux qui ne récupèrent pas. Si vous êtes en prévention dans les indications que j'ai données, c'est-à-dire proximité, par exemple, géographique d'un foyer, vous faites de la prévention, 100 ml par jour pour les bovins pendant 7 jours. La protection, quand vous faites cette administration-là, elle est à partir du 2e jour jusqu'à 25 jours plus tard. Ce qui veut dire que si pour une quelconque raison la vaccination n'est pas faite, on peut renouveler chaque mois et aller de mois en mois à une protection de cette façon-là. Quand on fait une administration de ce type-là à titre préventif, on voit que la maladie peut avoir lieu, mais elle est toujours soit inapparente totalement, soit bénigne. Par exemple, quand c'était le cas de la FCO, eh bien, on voyait qu'on pouvait voir apparaître quelques boutons sur la mamelle, mais pas de chute de lait, pas d'animaux qui perdent l'appétit, pas d'animaux avec de la fièvre. Donc ça se passe discrètement, et c'est là un peu la valeur de cette intervention. Je précise également que l'administration de ces oligo-éléments liquides est compatible avec la vaccination. Si vous avez, en vous disant « Ah, j'ai fait cette prévention-là parce qu'il l'a dit, mais j'aurais bien vacciné », vous pouvez y aller, tout est compatible. Donc, si je vous résume tout ce que je viens de vous raconter, les solutions liquides d'oligo-éléments sont adaptées à tout type d'élevage. On a fait en sorte, nous, que cela puisse être fait, par exemple, je ne l'ai pas cité, mais chez les volailles, chez les poules pondeuses, 2 jours par mois dans le schéma que l'on préconise. C'est ce que l'on pratique. On le pratique aussi chez les porcins, en particulier au moment du sevrage. La DLUO de ces solutions-là est 2 ans. Ce qui signifie que si vous en avez en stock en permanence, c'est ce que je vous conseille, de façon à pouvoir réagir vite quand on a un problème, on n'a pas de risque de péremption. L'administration doit être toujours précoce et automatique. Quand il y a une alerte, quand quelque chose ne va pas bien, pensez toujours oligo-éléments, oligo-éléments. Ça veut dire que vous devez en avoir un bidon sous la main tout le temps. Il n'y a pas de délai d'attente, c'est-à-dire que pas de précaution vis-à-vis du lait ou de la viande. C'est compatible avec les vaccinations ou l'antibiothérapie. Et puis, dans le cas très particulier des jeunes, on a cette formule beaucoup plus avancée encore que les simples oligo-éléments. C'est le produit qui s'appelle Defimix. Et là, je vous ai fait un petit clin d'œil, puisque vous vous sortez de tous les mauvais pas avec ce moyen-là. J'ai dit que sa présence est indispensable dans chaque élevage et que j'ai comparé les oligo-éléments en disant c'est le couteau suisse de la santé. C'est avec ça que vous pouvez le plus souvent vous sortir de mauvaises passes en ayant, le réflexe quand vraiment les choses sont trop compliquées sur une pathologie respiratoire, combiné avec des antibiotiques ou des huiles essentielles. Voilà, j'ai fait à peu près le tour. Je vous remercie. C'était un peu vite. Mais tous ceux, parce que j'ai vu que vous étiez extrêmement nombreux à vous inscrire au cours de mon intervention, je suis prêt à répondre à toutes les questions que vous souhaitez me poser et vous pourrez accéder facilement au replay pour ceux qui sont arrivés en cours de route. Alors, donc on a une question de EF. Donc cette personne Oui. qui s'appelle... D'accord, ok. Frédéric. Ouais. Et qui peut se mettre en contact avec nous, qui peut dialoguer. Oui, je vais lui ouvrir le micro. Voilà. Donc, Estelle Frédéric nous a posé la question suivante. Bonjour, où peut-on trouver des éléments bibliographiques sur les maladies hémorragiques pulmonaires des veaux qui seraient dues à un excès de vaccination avec l'arrivée de la FZO en Alsace-Lorraine? Ça a été un travail long
qui a demandé presque 1 an d'investigation avec des interrogations longues, et c'est l'école vétérinaire de Toulouse qui a mis le doigt sur ce problème-là. Je suis incapable aujourd'hui je l'ai vu moi dans la presse professionnelle à plusieurs reprises, mais on doit pouvoir le trouver, oui, oui. Voilà. Après, nous avons alors attendez voir. Vous êtes trop nombreux et on a quelquefois des choix à faire par rapport aux demandes qui sont faites. Donc, on a une autre question de Yves Ménard, qui est de est-ce que le défiole doit être apporté combien de temps avant une vaccination afin de la renforcer? Ah, c'est une bonne question. Je pense que déjà 2 à 3 jours avant, c'est suffisant, mais on a un délai plus long puisqu'on sait qu'on a une efficacité pendant 3 semaines, donc ça nous donne une grande latitude pour pouvoir s'organiser. Et je vais même plus loin. Je n'ai parlé, moi, que de choses que je peux expliquer. Mais il y a une publication nous est venue il y a environ 1 an, qui a montré que l'administration des oligoéléments avant une vaccination permettait d'augmenter le taux d'anticorps produit. Je ne sais pas l'expliquer, je me suis pas avancé dans cette direction-là, j'ai été un peu surpris et agréablement surpris. Finalement, j'en reviens toujours à l'histoire de mon couteau suisse, ça sert dans beaucoup d'indications. Donc, Monsieur Ménard, si vous voulez répondre, votre micro est ouvert. Il faut que vous le branchiez de votre côté. Bonjour à tous. Bon. Oui, c'était dans le sens d'améliorer l'efficacité des vaccins et de ne pas faire trop de vaccins, mais au moins qu'ils soient efficaces. Oui, mais c'est une vaccination, c'est bien quand on la pose avec un certain nombre d'arguments qui sont toute l'enquête qu'on peut faire dans une visite d'élevage pour savoir ce qu'on va faire précisément. J'ai en tête un travail qui avait été fait au lycée de Naves sur les bovins qui avaient des pathologies respiratoires pour lesquelles les vaccinations n'avaient pas d'efficacité, et pour lequel un veto a eu le réflexe de faire un prélèvement et a trouvé qu'il s'était dû à une salmonelle. Et dès l'instant où on a fait la vaccination anti-salmonelle, on a eu une très bonne réponse au problème. Donc, bien faire attention à ce qu'on fait, et c'est toujours efficace, et on peut effectivement renforcer l'effet de la vaccination en administrant simultanément des oligoéléments. Et sur le vaccin contre l'ectyma, sur ovins, est-ce que c'est des choses on doit passer par là ou... Le vaccin contre l'ectyma est d'une efficacité moyenne, mais quand même convenable, mais vous pouvez forcément le renforcer avec les oligoéléments. Quelquefois, et j'insiste beaucoup pour dire, attention, la période de mise bas, c'est une période de stress, et à ce moment-là, les choses vont démarrer chez les adultes, donc on aura un ectyma au niveau de la mamelle qui va ensuite se transmettre sur les jeunes. Même chose pour la maladie caséeuse, donc les abcès en particulier chez les caprins. Donc toujours penser que on peut avoir un système immunitaire déficient au moment de la mise bas. Bien, merci. Et donc, Madame Frédéric, votre micro est ouvert si vous voulez intervenir. Il faut que vous l'activiez. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, alors ma question, donc j'avais cherché de la bibliographie sur des questions de vaccination, enfin comme on disait de la survaccination sur Internet et j'avais rien trouvé, donc c'est pour ça que je m'interrogeais sur ce cas de maladie pulmonaire en Alsace-Lorraine parce qu'on n'en a pas du tout entendu parler. Nous, on est en région centre. Oui, et oui, oui, absolument. Mais ça a été une grosse énigme et on n'arrivait pas à comprendre pourquoi on avait ce phénomène-là. Et c'est dans le dérèglement du système immunitaire, dû à une hyperimmunisation, qu'on a trouvé l'explication. Et si effectivement vous avez des références, parce que là j'ai recherché un petit peu école vétérinaire de Toulouse, du coup j'ai pas trouvé non plus. Donc si Oui. vous retrouvez des références, je suis intéressée pour les Vous avoir. laissez vos coordonnées, d'accord? Ok. Fait. Bien, mais écoutez, si quelqu'un d'autre veut poser une question, on a encore quelques minutes.
s'agirait juste de lever la main ou de poser la question directement dans le chat. Sinon, eh bien, écoutez, on va en rester là. Ok, très bien. Parfait. Madame Frédéric, c'est parfait. On a votre mail, tout va bien. Ok. Donc, pas d'autres questions? Eh bien, écoutez, merci à Merci. tous pour cette participation. Et puis, donc, on vous enverra à tous le lien pour que vous ayez la visio en replay. Et puis, nous vous souhaitons tous une très bonne soirée. Merci.